Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une pathologie encore méconnue en Algérie, l'apnée du sommeil. Cette pathologie en question provoque la fatigue au réveil, des maux de tête, des troubles de la concentration ou encore la somnolence pendant la journée. Des symptômes que nous aurions tort de prendre à la légère. Pour en savoir plus sur l'apnée du sommeil et ses conséquences, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Hawchin Mounia, médecin spécialiste en pneumophysiologie et membre du bureau exécutif de la Société algérienne de médecine du sommeil. Bonjour Dr Hawchin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. C'est quoi l'apnée du sommeil ? Comment vous la définiriez ? Alors, on va la définir de façon un peu plus classique. L'apnée du sommeil, c'est une pathologie respiratoire qui touche le sommeil et qui diminue le flux respiratoire du patient durant son sommeil. Donc, ce flux respiratoire peut être diminué ou arrêté totalement. C'est la différence entre l'apnée et l'hypopnée. Et la durée de cette apnée, justement, cet arrêt du flux, conditionne l'origine, parce qu'elle peut être centrale ou périphérique, et conditionne également sa sévérité. L'apnée du sommeil la plus fréquente en pathologie, c'est l'apnée obstructive. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle au passage de l'air à travers les voies aériennes supérieures. Donc cet obstacle-là est l'une des étiologies, donc va entraîner des symptômes, différents symptômes qu'on va aborder tout à l'heure. Donc ces différents symptômes vont alerter le patient, et le patient va être alerté parce que le sommeil, il faut savoir que c'est un événement très important dans la vie du patient. Donc tout événement pathologique va entraîner des répercussions plus tard sur la santé au quotidien du patient. Donc, si vous voulez apnée du sommeil classiquement, médicalement, comme on l'a décrit nous, donc l'apnée du sommeil, elle regroupe des symptômes. Le plus important, c'est la somnolence diurne, c'est-à-dire la sensation quotidienne durant la journée d'une somnolence excessive. Et cette somnolence n'est pas expliquée par des événements comme une mauvaise nuit, une insomnie, un excès de charge de travail. C'est une somnolence qui est quotidienne et qui est chronique. Le patient ressent durant toutes ses activités, les plus simples, de la simple conversation, quand il est à table, d'une somnolence excessive. Et associé à cette somnolence diurne, qui est l'un des maîtres symptômes, on retrouve, comme vous l'avez décrit précédemment, des symptômes qui sont un peu moindres, que parfois on banalise, comme par exemple des troubles de la mémoire, des troubles de la réactivité. On met un peu plus de temps à réagir à un bruit, à l'appel par son prénom par exemple. Des réveils nocturnes, on se réveille la nuit, parfois le patient rapporte des suffocations, c'est un réveil qui est angoissé, c'est un symptôme qui est très important. Les réveils angoissants du patient associés également à des réveils pour aller uriner qui sont fréquents. Il faut savoir qu'un être humain normal urine 1 à 2 fois par nuit, mais quand il y a un réveil fréquent, ça veut dire que 5 à 6 fois par nuit, ça nous alerte pour parler d'apnée du sommeil. Et associé à ça, il y a des signes quantitatifs que le médecin quantifie quand il fait ce qu'on appelle la polygraphie, l'enregistrement du sommeil. C'est un indice d'apnée-hypopnée. Et cet indice-là va nous donner le diagnostic, on va dire, tangible de l'apnée du sommeil. Donc, ces symptômes décrits par le patient, on rajoutera les syndromes qu'on va voir, nous, médecins, durant l'enregistrement. D'accord, ok. Et par rapport aux maux de tête, apparemment, les céphalées matinales, surtout qui ne sont pas expliquées. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des symptômes quotidiens qu'on ressent, nous, des céphalées de temps en temps, quand on a un travail, une contrariété, un stress, qui sont passagers. Mais ces symptômes-là sont quotidiens et sont fréquents et n'ont pas d'explication. Ça veut dire que le patient, durant sa vie quotidienne, est bien dans sa vie, il a un travail normal, il a une vie de famille il est comblé, mais il a des céphalées quotidiennes et surtout matinales. Se réveiller avec un maux de tête, c'est quand même anormal. Quelles sont les origines de cette apnée du sommeil ? Alors, les principales causes d'apnée du sommeil, comme je vous l'ai dit, la plus fréquente, c'est l'obstructive. Donc, qu'est-ce qui obstrue les voies aériennes supérieures ? C'est une hypertrophie des amygdales, par exemple, une anomalie... Excusez-moi, ça c'est peut-être dans l'organisme que ça se passe. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres causes, par exemple des personnes malades qui sont beaucoup plus prédisposées ? Oui, tout à fait. Alors là, on parle de facteurs de risque dans ce cas-là. Tout à fait. Donc, dans les facteurs de risque de l'apnée du sommeil, le plus important, c'est l'obésité. Il faut savoir que la population mondiale
tend à être sédentaire, que l'obésité est de plus en plus importante dans toutes les tranches d'âge, même chez les plus jeunes. Donc l'obésité est un facteur de risque très important d'apparition de l'apnée du sommeil. Néanmoins, on retrouve également des patients qui n'ont pas d'obésité très importante ou qui ont un léger surpoids, une surcharge pondérale, mais qui présentent une apnée du sommeil. Néanmoins, l'obésité reste quand même un signe qui alerte et tout patient obèse est amené à faire une apnée du sommeil. 60% des patients obèses font quand même de l'apnée du sommeil. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même un maître symptôme, un facteur de risque très important. D'accord. Y a-t-il d'autres facteurs? Notre facteur de risque, c'est le principal, mais comme je vous dis, c'est surtout soit les anomalies des structures faciales, comme je vous dis, des voies aériennes supérieures qui vont faire obstacle au passage de l'air à travers ces voies aériennes. Comme je vous l'ai dit, une hypertrophie amygdalienne ou une anomalie de la mâchoire, on appelle ça une rétrognathie. Donc ça va ça va dévier le flux aérien et à la longue, parce que l'apnée du sommeil, on la découvre en général chez l'adulte, mais normalement, chez l'enfant, c'est-à-dire à la longue, quand ces anomalies ne sont pas traitées, on ne s'en rend pas compte, certaines anomalies ne sont pas inaperçues, et à la longue, on va avoir des apnées et des hypopnées du sommeil. Quand vous dites obésité morbide ou bien une obésité, un surpoids? Le surpoids prédispose une obésité morbide et à la limite, un facteur causal. Voilà, l'obésité morbide surtout. Mais c'est vrai qu'un surpoids plutôt, tend à la longue, c'est-à-dire c'est un facteur qui est moindre, contrairement à l'obésité morbide, mais à la longue, ça peut prédisposer à une apnée du sommeil. D'accord. Donc il y a l'obésité. Oui, c'est principalement l'obésité et pour ce qui est de l'obstructive. Pour les autres pathologies, syndrome d'apnée du sommeil central, d'origine, c'est-à-dire cérébrale, on a des maladies dégénératives, cérébrales ou neurologiques qui entraînent par atteinte centrale, c'est-à-dire les centres du sommeil et non plus une atteinte des voies aériennes. Donc ces anomalies-là, que ce soit une maladie dégénérative des nerfs, une maladie dégénérative des muscles, c'est-à-dire qui va entraîner une baisse du tonus ou une altération de la commande centrale du sommeil, va entraîner, mais c'est une maladie centrale qui est plus du ressort du neurologue que du pneumophysiologue. D'accord, ok. Et quels sont les risques et les conséquences, c'est-à-dire à court et à moyen terme? Alors, comme on l'a décrit tout à l'heure, les symptômes diurnes, symptômes journaliers durant la journée que ressent le patient, comme la somnolence effective. Donc, cette somnolence, l'inconvénient qu'elle présente, c'est que durant l'activité quotidienne du patient, comme je vous l'ai dit, tenir une conversation, s'alimenter, s'asseoir sur un banc entraîne une somnolence. Alors, les accidents de la route sont l'un des facteurs de risque les plus importants, parce que si le patient s'endort au volant, surtout si c'est un patient qui a un travail qui nécessite d'être éveillé, comme les chauffeurs, les conducteurs de poids lourds, les pilotes d'avion, les pilotes de ligne, s'ils font de la somnolence diurne, les catastrophes qui s'ensuivent, on les comprend. Donc, c'est l'une des conséquences, d'ailleurs, qui est la plus alarmante, c'est les accidents de la circulation qui sont très, très élevés en cas d'apnée du sommeil. En parallèle, nous avons des pathologies médicales, comme les pathologies cardiovasculaires et les conséquences qu'elles ont sur la mortalité des patients, comme par exemple l'hypertension artérielle chez les patients atteints d'apnée du sommeil qui sont rebelles au traitement, qui sont d'ailleurs sévères et rebelles au traitement. Alors c'est un mécanisme qui est assez scientifique. On va pas ennuyer nos auditeurs avec ça, mais voilà, c'est des hypertensions artérielles qui existent et qui vont s'aggraver ou résister au traitement usuel, ou alors qui vont se révéler à l'arrivée de l'apnée du sommeil. Il y a aussi une grande prévalence d'IDM, d'infarctus du myocarde, de pathologies coronariennes chez les patients, soit qui ont déjà des problèmes cardiaques auparavant et qui s'aggravent, ou alors qui se révèlent durant cette pathologie. On a également le diabète. Il faut savoir que 30% des patients diabétiques présentent un syndrome d'apnée du sommeil qui parfois passe inaperçu, qui est méconnu. Et au contraire, des patients qui ont l'apnée du sommeil, plus de 20% de patients avec une apnée du sommeil ont un diabète au cours de leur pathologie. Donc, c'est des pathologies, elles sont corrélées. Soit qu'elles, comme je vous l'ai dit, soit qu'elles sont déjà préexistantes. Et d'ailleurs, l'apnée du sommeil, comme pour l'hypertension artérielle, va aggraver un diabète ou va le rendre insulino-résistant, c'est-à-dire qu'il va résister au traitement, ou exacerber un diabète, c'est-à-dire que le patient va être mal contrôlé, il ne va pas réussir à avoir une glycémie normale. Ou alors, comme je vous l'ai dit, il va révéler un diabète. Un patient qui n'était pas diabétique, qui présente une apnée du sommeil, va avoir un diabète plus tard, durant cette pathologie. D'accord. C'est vrai que c'est impressionnant, ces informations, parce qu'on a du mal à voir la relation entre
c'est parce que vous avez dit que l'apnée du sommeil, en fait, on n'arrive pas à respirer à un certain moment. Tout à fait. Il y a un arrêt du flux respiratoire. C'est-à-dire, où est la relation avec le diabète ? C'est ça qui est fou. Oui. Pardon, excusez-moi. Par rapport aux problèmes cardiovasculaires, je comprends, c'est le cœur et tout. Mais au diabète, ça, je suis un peu... C'est-à-dire que l'apnée du sommeil, il va entraîner un stress de l'organisme, un stress oxydatif. Il faut savoir que normalement, on s'endort à une certaine heure. On est physiologiquement programmé pour s'endormir à une certaine heure et à se réveiller quelques heures plus tard. Ça dépend après des gens et de la tranche d'âge. Mais quand il y a des perturbations, c'est-à-dire que le corps va se réveiller, il va réamorcer une autre phase du sommeil, sans des stress qui parfois, quand ils sont peu fréquents, peuvent passer inaperçus. On peut se réveiller un jour comme ça, en sursaut, après on va faire un mauvais rêve ou après avoir reçu un appel. Mais quand c'est quotidien, donc le corps va subir un stress, il y aura un état inflammatoire chronique et ça va avoir des répercussions sur le reste des organes. Tout à fait. C'est-à-dire à long terme, tout à fait, peut-être ça risque de... Petit à petit, ça va stimuler certains neurotransmetteurs, ça va stimuler certains systèmes nerveux comme le système nerveux sympathique. Et au fur et à mesure, il va créer des désordres qui ne pourront plus être palliés par l'organisme. Et est-ce que vous recevez des patients qui viennent vous dire, voilà, j'ai l'apnée du sommeil, ou bien ils vous décrivent directement les symptômes ? Justement, ils nous décrivent les symptômes. Le plus important, au-delà de la somnolence diurne, elle est connue, reconnue. Le patient s'en plaint, ses proches s'en plaignent parce qu'on peut s'endormir. Mais en général, quand on s'endort au travail, quand on s'endort au volant, c'est les gens qui sont à côté de nous qui s'en rendent compte. Et aussi les ronflements. Tout à fait. Ronflements et c'est le conjoint qui s'en rend compte. On sait que l'apnée du sommeil est plus importante chez l'homme, même si elle tend à augmenter chez la femme après un certain âge, mais c'est surtout une prépondérance chez l'homme. Donc l'épouse se plaint du mari qui ronfle, qui l'empêche de dormir, les enfants se plaignent. Voilà. En général, comme ça atteint la vie du couple, et il y a aussi un impact donc, sur la libido, parce que quand on a un mauvais sommeil, donc on a une mauvaise relation de couple, donc le couple se plaint, au bout d'un moment, je vous dis classiquement, c'est l'épouse qui va aller asticoter son mari, il faut aller voir un médecin, voilà. Il faut régler ça, il veut régler ça, donc oui, les malades se plaignent et leurs époux se plaignent et leurs époux se plaignent également. D'accord. Donc fréquemment, vous recevez plus les épouses les épouses parce que voilà, c'est le ras-le-bol du conjoint. D'ailleurs, en Grande-Bretagne, c'est l'une des causes de divorce, il faut le savoir. Oui, c'est une C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme ils ont une vie stressante, ils ont une vie professionnelle plus stressante, donc quand on a son sommeil qui est perturbé par un facteur bien défini, l'homme ou la femme, donc forcément, ça crée des problèmes de couple. Donc, comme je vous ai dit, la somnolence, le ronflement qui est très important, et les petits problèmes qu'on banalise. Comme je l'ai dit, les troubles de la mémoire, on se dit j'ai oublié, j'ai une tête de linotte et tout. Mais parfois, c'est des problèmes de mémoire qui sont importants, des mémoires à court terme. On oublie où est-ce qu'on a mis ses clés, on oublie qu'est-ce qu'on a fait ce matin, où on va. Voilà, des troubles de réactivité, comme je vous l'ai dit, on ne réagit pas, on entend un bruit, on ne réagit pas à son prénom, on ne réagit pas à certains événements. C'est une lenteur à la réaction. Donc les patients, au fur et à mesure, quand ces symptômes s'additionnent, ça devient problématique et ils viennent consulter. Est-ce que ça a une relation avec l'âge ? Oui. Alors, en ce moment, la prévalence, c'est-à-dire que le nombre de patients atteints apparaît à partir de 50 ans. C'est-à-dire le nombre le plus important, c'est à partir de 50 ans. D'accord. Même si on voit des formes infantiles, on voit des formes jeunes. Et en cela, on incrimine l'obésité, car l'obésité infantile est de plus en plus importante, Mais c'est l'adulte de plus de 50 ans, sédentaire, avec une surcharge pondérale, voire une obésité. C'est on va dire, c'est le profil le plus fréquent qu'on voit en consultation. D'accord. C'est-à-dire que les personnes d'un certain âge, 50 ans et plus, qui commencent à avoir des ronflements, qui ont des fatigues pendant la journée au moment du réveil, des maux de tête, qui commencent à se... Oui, qui se réveillent en sursaut durant la nuit, agités, angoissés. Les cauchemars, est-ce qu'il y a une relation ? Les cauchemars, non. Non, mais c'est vrai que le réveil angoissé, parce que quand il y a un arrêt de la respiration, le corps va envoyer un signal. Il faut se réveiller pour réenclencher la respiration normale. Donc le patient se réveille angoissé avec des palpitations, avec des sueurs. C'est un réveil qui est fréquent. On se réveille plusieurs fois durant la nuit angoissé. Donc vous imaginez l'impact sur la vie quotidienne du patient quand on a des réveils, des sensations de suffocation. Les patients vous disent, je vous le dis en arabe, c'est quand même un mot qui est lourd de sens. Quand un patient a l'impression qu'il va mourir, c'est des réveils vraiment, vraiment très angoissants. Donc,
Oui, vraiment ne pas me prendre à la légère. Parce que Du là, tout. vous êtes en train de parler, je vois quelques personnes qui C'est c'est ça. exactement, il me dit ça, un autre Tout à humeur fait. et tout. Tout à et que fait. dès qu'ils se réveillent le matin, ils sont fatigués. Oui, Voilà, oui, oui. après, qu'est-ce qu'on fait automatiquement? On se dit, bon, je vais pas prendre une cure de vitamines, je vais me reposer. Mais le problème, plus on se repose, plus on est fatigué. Donc c'est un cercle vicieux. C'est chronique, voilà, c'est chronique, c'est pas quelque chose qui va. C'est un sommeil qui n'est pas réparateur. On a beau faire la sieste, se reposer, se dire aujourd'hui je dors tôt, je dors plus longtemps. Le sommeil n'est pas réparateur car il sera entrecoupé. Cette sensation Ouais, c'est ça. de fatigue ne sera pas corrigée par une nuit de sommeil dire plus longue ou plus reposante. C'est pour ça que je vous dis que parfois on a de mauvaises nuits, ça arrive Oui, à tout un tout à chacun. fait. Mais c'est la fréquence Oui, et la ça doit être chronicité. épuisant. Tout à fait, la doit- chronicité des symptômes qui fait que c'est une pathologie. Alors, quand vous parlez de chronicité, c'est-à-dire qu'au bout de 1 mois, 2 mois, Au-delà de Voilà. 15-20 jours, Ça et c'est commence des symptômes à quotidiens, voilà, quand c'est surtout quotidien. d'accord, ok. Et est-ce qu'une perte de poids peut réguler l'apnée Alors, du sommeil? par rapport au traitement, c'est vrai que quand on a des signes apparents comme l'obésité, ou comme je vous l'ai dit, les obstructions, on a des amygdales qui sont hypertrophiées, qui sont plus grosses, qui vont obstruer les voies, c'est vrai qu'on peut corriger ça. C'est-à-dire que quand un symptôme est évident, comme l'obésité, quand on voit un patient qui fait 120, 150, voire 200 kilos, Oui, il est effectivement. vrai que la première chose qu'on lui conseille, c'est d'avoir de bonnes règles d'hygiène et d'avoir de bonnes règles diététiques. Donc, on conseille toujours aux patients de perdre du poids et de perdre beaucoup de poids. Ce n'est pas 10 kilos ou 20 kilos qui vont changer la donne. Il faut savoir que quand on a une obésité morbide, c'est-à-dire plus de 30 kilos par mètre carré de l'indice de masse corporelle, il faut perdre, voire le tiers de la Ah ouais. masse pour avoir des résultats. Oui, oui, Parce oui, que oui. ce n'est pas 10 kilos de moins qui vont influer sur l'apnée du sommeil. Donc quand l'obésité est importante, il faut vraiment perdre beaucoup de poids, il faut changer toutes ses règles de vie D'accord. pour que oui, ça ait oui. un impact sur Sur sa le- pathologie. Et également, c'est-à-dire conseiller une activité sportive. Donc vraiment, comme je dis, changer réellement son hygiène de vie. Donc perdre du poids, manger mieux, reprendre une activité physique régulière. Ça a un impact. D'accord. Et vous m'avez dit par rapport au diabète qui provoquait. Il peut provoquer. Oui. C'est-à-dire peut-être qu'il va y avoir pas un prédiabète, mais Voilà, c'est ce que je me suis une dit. intolérance au glucose ou une phase de prédiabète, même si le mot n'existe pas, mais pour Oui, expliquer aux gens, allez, voilà, une phase c'est de bien. prédiabète qui va être exacerbée par cette apnée du sommeil, qui va le révéler, qui va révéler un diabète. Et c'est pour ça que nous, en tant que praticiens, tout patient qui présente une apnée du sommeil, on doit automatiquement dépister le diabète chez lui, dépister le diabète et l'hypertension artérielle. On doit automatiquement C'est la demander une première- glycémie. Voilà, on prend le périmètre abdominal pour voir s'il rentre dans la case d'obésité. On demande une tension artérielle, un bilan complet, les triglycérides également. Oui. Comme la plupart des patients ont tendance à surpoids, donc on doit connaître Bien sûr, le taux de le taux de- triglycérides et de cholestérol. Donc nous, en tant que praticiens, on doit dépister un diabète. Et à contrario, les diabétiques qui présentent des symptômes, qui se plaignent à leur endocrinologue ou radiopétologue, qui leur disent voilà, je ne me sens pas très bien la journée, je ne dors pas bien la nuit, ils doivent nous l'adresser D'accord. pour voir s'ils présentent une apnée du sommeil. Donc, en ce moment, on travaille en étroite collaboration avec nos confrères diabétologues, car c'est des patients qui font les deux pathologies. Comme je l'ai dit, plus de 30% des patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil présentent un diabète qui a été méconnu parce qu'il faut savoir qu'on ne va pas tous faire des bilans, Bien sûr. qu'on ne va pas tous Tout à fait. chez le médecin. Oui, Donc, surtout pas à cause du ronflement. Bon, ça voilà. va, je ronfle. c'est ça. Et j'ai pas forcément, voilà, c'est ça. J'ai pas forcément un diabète parce que je ronfle. Comme Tout vous à l'avez fait. dit, on n'arrive pas à comprendre Oui. la relation de cause à effet. Tout à fait. Et par rapport aux mictions la nuit, c'est-à-dire le fait d'aller uriner. Oui, alors, ça, là, oui, c'est alors encore plus ce qu'on appelle incroyable. la nicturie, c'est-à-dire les mictions nocturnes, quand elles sont importantes, ça nous alerte pour la peine du sommeil. C'est Oui, un- pardon, mais où est la relation? Alors la relation, incroyable. c'est-à-dire que l'organisme Oui. va être en situation d'éveil quand on fait des... oui. Donc, c'est une D'accord, situation... ok. Donc, le patient va aller je uriner, on va pas se mentir, c'est la première chose qu'on fait en se levant le matin. Bien sûr, tout à fait. Donc, quand on le fait durant la nuit, un être humain normal, surtout quand on boit durant le dîner, on peut avoir 1 à 2 mictions, on urine 1 à 2 fois par nuit, c'est tout à fait normal. Au-delà, c'est-à-dire 4 à 5 mictions nocturnes, là, c'est quand même, ça tout à alerte. fait, tout Voilà. à fait. Mais c'est pas l'unique symptôme, ça Oui, rentre oui, dans oui, un oui, oui. Non, contexte. c'est très voilà. bien. Parce qu'on a tendance à associer trop uriner à diabète. Oui, mais ça, c'est aussi... Ça peut être C'est comme également... si que le cerveau se remettait... Voilà, En éveil, tout à fait. En éveil. Oui, Oui, oui. oui, Et ça, c'est pour ça que le sommeil n'est pas réparateur, parce qu'au lieu d'avoir une nuit, vous savez Ouais, que le tout à sommeil a fait. des phases. Donc les phases se succèdent pour qu'on ait une nuit complète et une nuit réparatrice. Comme le sommeil est fractionné, donc le cycle se répète,
c'est un cycle qui ne va pas jusqu'au bout. Donc, le patient qui présente une apnée du sommeil, le lendemain matin, quand il se réveille, il n'a pas l'impression d'avoir bien dormi. Parce que son sommeil a été fractionné, a été coupé en plusieurs petits morceaux et qui n'ont pas fait le cycle entier. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il est fatigué le lendemain, qu'il a des problèmes à se rappeler certaines choses, qu'il peut même être irritable. C'est ce que j'allais dire. Voilà, est-ce que ça ne provoque pas une anxiété, un stress avoir mal à la tête, mal dormir et se réveiller fatigué, on ne va pas avoir le sourire, on ne va pas se mentir, on ne va pas être de bonne humeur, enchaîner une journée de travail. En plus, sa femme qui dit « Ah, tu rentres la nuit !» Ça va, les enfants qui lui disent « Ah, pourquoi tu rentres, tu nous as réveillés ?» Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, il y a de quoi être énervé. Oui, il y a de quoi. C'est très, 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 très enrichissant tout ça, très, très enrichissant. Les solutions. Les solutions, comme je vous ai dit, alors d'emblée, on propose les règles d'hygiène. Donc, perdre du poids, avoir une hygiène de vie. S'il y a un diabète, le corriger. S'il y a une tension artérielle, la corriger. Ça, c'est-à-dire c'est la base. C'est le b.a.-ba de toute prise en charge d'une apnée du sommeil. Après, le traitement qui est... Le plus intéressant actuellement, c'est l'appareillage, c'est-à-dire l'appareil, la pression positive qui, lui, va forcer un peu les voies aériennes à s'ouvrir. Parce qu'il faut savoir que soit elles sont obstruées, comme je vous l'ai dit, par des amygdales qui sont hypertrophiées, par le voile du palais qui est trop épais, ou alors, comme dans l'obésité, elles vont se fermer à cause de la pression que fait le poids sur le corps humain. Donc là, elles vont entraîner, comme une attelle, elles vont forcer les voies aériennes à rester perméables, à rester ouvertes pour permettre le passage de l'air. Donc c'est un appareil qui se met soit sur le nez, soit sur la bouche, selon les préférences du patient, qui va être relié, c'est-à-dire que cet embout va être relié à un appareil qui va disposer d'une pression particulière, parce que chaque patient va avoir une pression particulière qui lui permettra d'avoir un sommeil normal. C'est un barrage qui n'est pas branché par le malade lui-même. Donc, le médecin va donner une prescription. Il y a un prestataire qui va venir installer l'appareil chez le patient. Et en général, dès la première nuit, le patient rapporte une amélioration. D'accord. L'inconvénient, c'est que quand même, c'est un appareil que vous imaginez être branché. Voilà. Esthétiquement, il faut s'adapter aussi parce qu'il y a une position à garder, soit sur le dos. Il faut garder la même position durant la nuit. Quand on a un appareil collé au niveau du nez, au niveau de la bouche, on ne va pas pouvoir bouger. Il y a des gens qui bougent durant la nuit. Mais par rapport au couple, vous imaginez avoir un scaphandre, on ne va pas se mentir. Oui, tout à fait. On dirait un astronaute. Tout à fait. Donc, certaines personnes s'y habituent, d'autres non. Donc, c'est d'ailleurs l'une des causes de refus par le patient de venir consulter parce qu'il a peur que ça va quand même lui nuire un peu sa vie de couple, sa vie quotidienne. Mais le bénéfice est tellement important que les patients finissent par s'y soumettre. Voilà. Ça, c'est vraiment la solution, ça reste sa solution numéro 1 parce qu'elle apporte réellement des bénéfices dès les premières utilisations. Après, la chirurgie, comme je vous l'ai dit. Pardon, excusez-moi. Pour revenir à l'appareil, justement, est-ce qu'il est disponible en Algérie ? Il est disponible en Algérie. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas remboursé. Voilà, pour la simple et unique raison que ce n'est pas encore une pathologie qui est très fréquemment diagnostiquée, même si elle tend de plus en plus à se démocratiser parce que, vous savez, quand nous, par exemple, on a une maladie, on dit « Tiens, j'ai un bon médecin, il m'a trouvé mon problème ». Donc, le bouche à oreille fonctionne. Et les gens, comme vous l'avez dit, qui disent « Je ronfle ». Je m'en fous, commence un peu à se dire, ah tiens, si mon voisin, mon cousin, mon collègue ronfle également et qu'il commence un peu à mieux dormir, à se sentir mieux, pourquoi pas moi ? Oui, ça décomplexe un petit peu. Oui, ça décomplexe et quand il va se trouver les résultats. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que les patients viennent de plus en plus. Mais ça reste quand même un appareil qui n'est pas disponible, qui est disponible, mais qui n'est pas disponible dans toutes les wilayas et qui est malheureusement onéreux. On ne va pas se mentir, c'est un appareil qui coûte cher. Voilà, une fourchette. Eh bien, ça peut aller jusqu'à 30, voire 50 millions de centimes. Ah oui, d'accord. Oui. Ça dépend des marques. Ça coûte cher de dormir sur ces deux oreilles. Mais après, les conséquences sont importantes. Bien sûr. Je vous ai dit, le confort justifie un peu, mais ce n'est pas donné à toutes les bourses et ce n'est pas remboursé. On n'est pas les seuls. Même à l'étranger, ce n'est pas encore remboursé. Vous savez qu'en France, par exemple, nos voisins les plus proches, c'est pour les apnées sévères qui ont un fort impact sur la somnolence diurne, qui sont remboursés. Ça veut dire que les apnées légères à modérées ne sont pas remboursées à 100%. Et encore, même les sévères sont remboursées à 65%. Voilà, donc ça reste quand même... Il y a une prise de conscience quand même. Mais qui commence un peu à se démocratiser, mais ce n'est pas encore une pathologie
qui vraiment reconnu dans sa gravité, en fait, parce que vraiment, les conséquences sont et c'est une tranche de la population bien définie, c'est pas tout le monde, c'est-à-dire qu'un enfant, un adolescent n'est pas forcément touché, parce que vous savez qu'on rembourse, vous le voyez au quotidien, voilà, ce qu'utilise toute la population. Oui, tout à fait. Chirurgie. La chirurgie, bon, c'est pas du domaine du pneumologue, c'est en général, on travaille, comme je vous l'ai dit, avec nos confrères, les ORL, les otorhinolaryngologues. Donc, pour ce qui est des hypertrophies amygdaliennes, pour ce qui est, comme je l'ai dit, le voile du palais quand il est épais ou dévié, donc c'est des chirurgies qui se font, qui parfois aident un peu, diminuent un peu les symptômes, mais l'appareillage en pression positive reste quand même un complément. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une chirurgie seule et on va régler tous les problèmes. C'est la chirurgie et l'appareillage. Ça, c'est pour la chirurgie. Il y en a aussi l'orthèse. C'est une prothèse, comme au niveau de la mandibule, qui va entraîner une orthèse d'avancement mandibulaire, qui va un peu avancer la mandibule, la mâchoire, et qui va donc, comme l'appareil, qui va un peu libérer les voies aériennes pour que le flux continue de passer. C'est une alternative pour les patients qui ne supportent pas l'appareil ou qui ont une apnée légère à modérée. C'est-à-dire qu'on la donne parfois et ça donne de bons résultats. Mais on peut être amené également à compléter plus tard par un appareil. D'accord, donc la chirurgie, elle fait pas des miracles. Pour l'instant, mais elle aide, mais elle est parfois aussi lourde. C'est-à-dire que les patients ont peur de la chirurgie, certains patients, et certains gestes chirurgicaux, comme je vous disais, la chirurgie par exemple vélopalatine, où on va couper, reconstruire, c'est quand même, ça dépend du savoir-faire du chirurgien, de l'expérience du chirurgien, c'est quand même une chirurgie qui est un peu lourde. Donc, on la donne réellement au cas par cas, c'est des cas qui sont très sélectionnés, alors que l'appareil correspond à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous pratiquement la même morphologie. On place un appareil sur le nez ou sur la bouche, ou on place une prothèse. La prothèse, on prend le moule de la mâchoire, on fait une prothèse qui correspond à la mâchoire du malade. C'est pas très compliqué. La chirurgie reste un peu plus lourde. D'accord. Et il y a d'autres solutions, mis à part ces deux-là À part ces deux-là, non. Pour le moment, non. Alors, c'est vrai que actuellement, je parle de l'Algérie. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'à l'étranger, il y a des recherches, parce que c'est une pathologie qui est un peu plus connue depuis un peu plus de décennies. Chez nous, ça fait quelques années qu'elle est implantée ici. Mais à l'étranger, il y a quelques avancements. Alors, parfois, comme j'en ai parlé tout à l'heure, des rééducateurs qui apprennent aux patients un peu à rééduquer leur mâchoire pour réapprendre un peu à respirer le soir, malgré le ronflement. Mais c'est réellement des cas isolés, c'est des personnes qui font des recherches. C'est pas encore une solution qui est adoptée par le consensus mondial des médecins. Voilà, c'est pas encore réellement démocratisé. Justement, parce que vous êtes membre du bureau exécutif de la Société algérienne de médecine du sommeil. Est-ce que, on en parlait. Alors, justement, la Société algérienne de médecine du sommeil, alors c'est une société qui regroupe des praticiens, pas que pneumologues. C'est vrai que c'est une pathologie, comme on dit, le patient ne respire pas, donc voie respiratoire, le pneumologue. Alors que non. Il faut savoir déjà qu'on a des neurologues, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des syndromes d'apnée du sommeil centraux. Donc, il y a des neurologues qui détectent parfois de l'apnée du sommeil, des cardiologues, comme je t'ai dit, une hypertension artérielle qui répond pas au traitement, on commence à se poser des questions, des endocrinologues et même des psychiatres. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui ne dort pas se dit, je fais de l'insomnie, est-ce que c'est parce que je fais une petite dépression, est-ce que je fais une petite déprime? Parfois, les patients ont recours aux traitements médicamenteux pour dormir, donc les hypnotiques, les sédatifs, qui parfois à la longue peuvent entraîner un syndrome d'apnée du sommeil. Donc, c'est une société qui regroupe tous ces praticiens. Nous sommes multidisciplinaires et notre vocation, la première, est justement de parler de cette pathologie, d'en parler aux médecins en première ligne, car avant, les médecins n'étaient pas au courant de cette pathologie. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que ça existait et que ça avait un tel impact sur le reste des organes. Donc, notre vocation première est de parler de cette maladie, des maladies du sommeil, car il n'y en a pas qu'une seule, et aussi de parler aux gens, c'est-à-dire de parler aux patients, de parler à la population algérienne, de ces symptômes qui passent inaperçus ou qui ne trouvent pas de solution. Donc nous, on fait des journées thématiques afin de sensibiliser les gens par rapport à cette pathologie qui, comme je l'ai dit, touche beaucoup d'organes, touche beaucoup de patients, beaucoup de personnes, et qui parfois sont désœuvrés. Nous recevons des fois des gens qui nous disent « j'en ai parlé à tout le monde, j'ai vu plusieurs personnes, et tout le monde me dit que c'est rien, que ça va passer. » Parce que soit que le médecin n'est pas au courant, soit que le patient est parti chez le mauvais praticien, parce que, je vous ai dit, parfois il part chez le psychiatre, parfois il part chez... Voilà, quand ils ne savent pas trop
à qui parler. Donc, nous avons pratiquement un spécialiste de chaque discipline et on organise des journées thématiques, des congrès nationaux et internationaux pour avancer dans ce domaine. Oui, voilà. Je pense qu'on aurait vraiment à y gagner de savoir exactement, de connaître déjà les symptômes et de connaître le médecin à qui s'orienter directement. Parce que c'est vrai, un médecin qui ne connaît pas la pathologie va dire, bon, antidépresseur, et voilà, de l'anxiété à cause de l'antidépresseur. Alors que ça peut cacher vraiment... Ou alors, parfois, comme je dis, des diabètes qui sont mal équilibrés. Tout à fait. Non, mais alors là, le diabète, c'est incroyable. Augmenter les traitements. Parfois, tout à fait. Parfois, on va dire c'est le patient qui triche, qui ne suit pas son régime. Comme pour l'hypertendu, il dit non, vous ne suivez pas son votre régime. Alors qu'il y a autre chose, en quelque chose de dormant qui exacerbe, qui entraîne des résistances et nous, on passe à côté. C'est-à-dire, un symptôme peut en cacher un autre. Tout à fait. Un symptôme peut en cacher un autre. Et parfois, de toute façon, on n'en parle pas. Parce que vous dire je ronfle ou je suis fatiguée toute la journée, des fois, des patients se disent non, ça ne va pas intéresser mon médecin, mon diabétologue ou mon cardiologue de dire que je me dors mal. Ils se disent, mon cardiologue, je lui dis j'ai des palpitations, j'ai mal au cœur. Voilà, je lui parle de mon cœur et je ne lui parlerai pas du reste. Tout à fait. Voilà, alors que si. Alors, c'est important d'en parler. C'est pour ça que nous, les médias, on aime sensibiliser, on aime parler aussi des maladies qui sont méconnues, justement, parce que pour aider les gens, déjà, à se faire une idée, et aussi aller chez les bons praticiens et éviter aussi l'automédication, éviter l'auto-information de Google et tout, parce que là, c'est vrai que les réseaux sociaux et tout, voilà, on a un problème, on va cliquer, des problèmes, solution naturelle, on adore ça, et on est tranquille. Petite tisane. C'est vrai d'ailleurs, les patients, on leur dit, quand on fait un diagnostic d'apnée du sommeil, est-ce que vous prenez un traitement ? C'est-à-dire, comme je dis, les sédatifs et les relaxants, et on leur dit d'arrêter. Parce que ça fausse, oui. Ça ne peut pas savoir après, déjà même pour faire l'enregistrement, parce que pour savoir si, comme je dis, il y a des symptômes qui sont rapportés par le patient et des indices que nous, on doit quantifier durant l'enregistrement du sommeil. Donc, si un patient prend un sédatif, ça va complètement fausser le diagnostic. Donc, on lui demande d'arrêter. Et même après, quand il se rend compte que ce n'est pas un problème de sommeil à proprement parler, mais un problème respiratoire d'apnée, il va de lui-même aussi arrêter de prendre ses médicaments parce qu'il va voir qu'il y a une autre solution. Et la solution n'est pas de prendre quelque chose pour dormir. D'accord, très bien. Je vous remercie vraiment infiniment pour toutes ces informations. On peut avoir les congrès, les journées à thème sont ouverts au public. Sont ouvertes au public. Alors bon, comme je dis, il y a des journées thématiques. On peut par exemple une journée comme récemment on a fait une journée sur la pathologie dentaire. Comme je dis, parce qu'il y a des malformations de la mâchoire, des malformations dentaires qui peuvent participer à l'apnée du sommeil. Donc on a fait une journée par exemple dentaire, donc qui un peu plus intéressait les gens de la chirurgie dentaire. On a fait une journée sur les maladies cardiovasculaires, on fait une journée à thème. Très bien. Et on a des congrès qui englobent les praticiens d'ici et d'ailleurs. Nous avons des confrères marocains, tunisiens, français, belges qui viennent à nos congrès. Et nous avons un site internet, site internet où on peut voir à chaque fois quand est-ce que le prochain congrès aura lieu, où il aura lieu. Et on s'est même déplacé, on ne sait pas, vous savez, on a fait les journées de l'Ouest, on a fait les journées du Sud. Super. Voilà, on se déplace également à l'intérieur du pays. Oui, on a fait récemment une journée du Sud, on est parti à la Wilaya d'Eloued, parce que certains praticiens n'entendent pas parler de nous ou ne savent pas que ça se passe à Alger, comme tout est centralisé au niveau de la capitale. Nous, on a décidé d'aller vers les gens, d'aller vers les praticiens, vers les patients, pour que la formation circule dans tout le territoire national. Parfait. Et nous, on aimerait qu'il y ait une clinique du sommeil dans chaque wilaya, que le patient trouve vraiment à qui parler et trouve une solution à son problème. Donc, on a un site internet, on a un site Facebook. Comment il s'appelle, le site internet et l'adresse? C'est sams-org. C'est SAMS, donc c'est Société Algérienne de Médecine du Sommeil-DZ.org. Okay. Et la Société Algérienne de Médecine du Sommeil, c'est une page Facebook que nous gérons nous-mêmes. Bon, on mettra toutes ces informations. Voilà, sur le site internet. Et on nous pose des questions. Parfois, on oriente des patients vers des praticiens, parce que la page Facebook ou le site internet, c'est aussi une interface pour certains patients pour contacter des médecins de la wilaya ou de la zone où il est, ou le patient. Donc on lui dit, par exemple, nous sommes une société, certes, nous ne dispensons pas de consultation médicale, mais nous vous conseillons d'aller chez un pneumologue ou chez un cardiologue, c'est-à-dire qu'on rajoute une information médicale à notre vocation d'information.
D'accord, très bien. Je vous remercie encore une fois infiniment. C'est moi qui vous remercie. Sincèrement, c'est très, très enrichissant et c'est très fluide. Avec vous, c'est très, très fluide. Merci beaucoup, Ateksa. C'est moi. Retrouvez l'émission Dr M sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter et sur nos chaînes YouTube et SoundCloud et aussi sur le site radio-m.net par le tiré du 6. Et à la semaine prochaine. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé.